On va parler de besoins en eau des cultures, de stress hydrique, de vulnérabilité au stress hydrique et de différentes sources d'informations que je trouve intéressantes, qui pourraient vous aider à déterminer tout ça. Donc, si on évoque le besoin en eau de la culture, j'ai envie de vous demander comme question, si la culture allait passer une audition pour jouer un rôle dans la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi, quel rôle qu'on offrirait à la plante? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se mouiller. La cigale? Effectivement, on y offrirait le rôle de la cigale parce que la plante, elle vit un peu au jour le jour. Puis elle se fie en fait au sol pour combler ses besoins en eau. Fait qu'elle, même si demain matin, elle pense qu'elle va en manquer. Enfin, elle pense pas qu'elle va en manquer. Puis à un moment donné, le sol commence à réduire les portions ça peut même jusqu'à y couper complètement là, les vives. Mais je dirais que l'analogie s'arrête là parce qu'on peut difficilement demander à la culture d'être plus prévoyante, puis au sol d'être plus généreux, parce que ces rôles-là nous reviennent. Donc, à la défense de la culture, son train de vie dépend grandement pas des stations météo, mais des stades de développement puis des conditions météorologiques. Donc, c'est être un peu une victime dans tout ça. Puis c'est ce qui fait que ça peut être très variable là, au fil du temps. Donc, il faut essayer de prévoir ce que la culture a dépensé et le moment où le sol ne sera plus en mesure de soutenir le train de vie de la culture. Maintenant, quand on essaie de déterminer c'est quoi le besoin en eau, on peut aller fouiller dans la littérature. Il y a différentes sources qui existent là, pour savoir, du maïs, ça prend combien d'eau, de l'orge, de l'haricot, tout ça. Là, vous allez me dire, oui, c'est une publication que j'ai trouvée en Alberta, mais c'est une publication. Je suis pas allé en Alberta pour la trouver, mais c'est une publication qui a été faite sur des essais qui ont été faits en Alberta, mais en même temps, ça aurait pu être des essais en Montérégie, Rivière-du-Loup, peu importe. Si on change de région, on change de variété, tout ça va faire que je trouve que personnellement, c'est assez général, c'est indicatif. Ça permet de comparer le besoin en eau des cultures, mais ça n'aide pas beaucoup à savoir chez nous c'est quoi le besoin en eau de mon maïs. Dans la même publication, on voit toujours, pas toujours, mais il y a un exemple de graphique ici qu'on voit le prélèvement quotidien ou le besoin en eau quotidien ramené du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc, ça fait une belle courbe. Comme ici, on va jusqu'à 9 mm par jour, toujours en Alberta, pour le maïs. Mais je trouve que ce n'est pas beaucoup plus utile pour nous aider à déterminer le besoin en eau. Ici, c'est vraiment, en fait, c'est un graphique. Ça va du 26 mai au 15 septembre, puis les barres représentent une exportation en eau ou le besoin en eau, finalement, qui a été mesuré dans un champ de maïs pour chaque journée. Donc, l'axe vertical représente l'exportation en millimètres. Donc, on voit que c'est très variable, mais à mon avis, c'est un petit peu plus utile. Ce graphique-là, il a été produit dans un projet qui est en cours en ce moment. Je n'ai pas de résultats nécessairement à vous donner pour ce projet-là aujourd'hui, mais c'est un projet où on a différents dispositifs expérimentaux où on regarde dans le maïs, dans le soya, puis des sites en plantes fourragères aussi. Est-ce qu'il y a des contextes où l'irrigation pourrait être pertinente agronomiquement, économiquement, puis aussi, ça serait quoi l'impact pour le milieu si on se met à irriguer tout ça en termes de prélèvement en eau? Donc, je n'ai pas de résultats à vous donner là-dessus, mais c'est dans le cadre de ce projet-là, entre autres, qu'on mesure qu'est-ce que ça peut prendre dans certaines conditions du maïs, du soya et des plantes fourragères. On a un autre projet dans lequel, chez des producteurs de pommes de terre, mais dans lequel aussi on s'intéresse à est-ce qu'il y aurait une pertinence d'irriguer. Mais souvent, les producteurs de pommes de terre en rotation vont mettre du maïs et du soya. Du maïs ou du soya, pas les deux. Mais dans ce projet-là, justement, ici, on a un pivot. Les producteurs de pommes de terre ont beaucoup on retrouve souvent les pivots chez les producteurs de pommes de terre. Donc, l'année de rotation, ça peut peut-être être intéressant de donner un petit coup d'eau dans le maïs. Là, dans ce cas-ci, on a adapté le pivot. On n'est pas pour parler de ce projet-là aujourd'hui, mais normalement, un pivot, c'est comme un sprinkler il y a un sprinkler qui applique de l'eau, mais ici, on l'a converti au goutte-à-goutte. Fait qu'on a remplacé les tubes oranges que vous voyez, c'est des tubes de goutte-à-goutte qui permettent de passer, en fait, d'apporter l'eau différemment que si on y allait avec des gicleurs. Ici, c'est une vue aérienne du champ, parce que souvent, un pivot, si le champ est assez grand, le pivot est capable de tourner à 360 degrés s'il n'y a pas de haie brise-vent ou de quelque chose qui vient l'empêcher. Mais le producteur de pommes de terre, justement, ici, on voit qu'il y a des pommes de terre sur une bonne superficie, mais normalement, c'est séparé 50-50. Fait qu'il y a 50 % de la superficie qui est en pommes de terre, puis l'autre 50 % qui est en rotation ou d'autres choses. Fait que dans ce cas-ci, je voulais juste vous montrer que il y a peut-être un petit peu plus
c'est peut-être un petit peu plus facile de justifier l'irrigation dans du maïs ou du soya quand il y a déjà les infrastructures pour l'irriguer, puis que finalement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ici, c'est plus un enjeu d'approvisionnement, surtout qu'on est à l'île d'Orléans dans ce cas-ci. Mais là, j'arrête de vous parler de pommes de terre. On revient aux besoins quotidiens, c'est le graphique que je vous ai montré. Quand on parle d'influence du stade de développement, on voit bien là, que finalement, ça ressemble un petit peu à l'image que j'ai sortie de publication en Alberta, où on voit une augmentation des besoins en eau, ça plafonne à un moment donné, puis ça redescend en fin de saison. Donc, ça suit quand même, on voit bien l'effet du stade de développement, mais il y a aussi un effet quotidien. Pas un effet quotidien, mais une influence des conditions météo qui peut aller aussi. En fait, ici, on a une flèche qui indique la variation d'exportation en eau qu'on a mesurée. Donc, d'une journée à l'autre, la plante peut prendre 1 mm, puis elle peut prendre jusqu'à 5,5 mm dans ce cas-ci. Fait que c'est très variable d'une journée à l'autre. C'est pour ça que je vous disais qu'un besoin moyen, ça ne renseigne pas beaucoup sur ce qui est prélevé d'une journée à l'autre. Fait que si on pense que la plante prend 5 mm par jour, mais finalement, elle en a pris 1 par jour, bien, si on n'arrive pas à la même conclusion à la fin. Si on parle de conditions météo, on parle d'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quoi? Ici, on a une représentation d'un système culturel, on a le sol. Donc, s'il n'y a pas en fait, même sans culture, le sol va perdre de l'eau par évaporation. Donc, au fur et à mesure que la culture s'implante ou s'installe, elle va faire comme une protection sur le sol. Donc, les pertes par évaporation vont diminuer. C'est surtout celles de la transpiration qui vont augmenter, parce que c'est comme ça que la plante prend l'eau. Donc, ils ont formé un mot avec ça, évapotranspiration. Donc, je dirais que quand on parle de besoin en eau de la culture, je pense qu'on parle davantage d'un besoin en eau du système culturel, parce que oui, il y a ce que la plante va prendre, mais il y a aussi ce que le sol va perdre par évaporation. J'avais envie de vous montrer un autre graphique qui ressemble au premier, mais ici, on a justement les conditions météo, qu'on parle d'évapotranspiration. Il y a une façon bon, je vous ai montré, il y a des stations météo qui, à partir de la température, de l'humidité relative de l'air, du vent, de la radiation solaire, avec une formule un peu, pas une formule magique, mais une formule qui implique, en fait, là, tous ces facteurs-là, va dire que, par exemple, on a le 26 mai, c'est 4 mm. Le défi, c'est de convertir ce 4 mm-là pour la culture qu'on a, mais ça, on va y revenir un peu demain, mais pas trop non plus. Puis vous voyez qu'il y a une tendance à la baisse. Encore là, c'est assez intuitif. Là. Plus on avance dans la saison, plus la demande en évapotranspiration est faible. Puis finalement, plus la demande en évapotranspiration est élevée, plus aussi la culture va être exposée à des conditions qui vont être exigeantes pour elle. Là. Maintenant, vous dites, ça ressemble à quoi une journée où il fait 1 d'évapotranspiration, où il fait 6 d'évapotranspiration? Ici, c'est pas... je dirais que ce n'est pas prêt là, pour être publié dans une revue scientifique, mais on a pris une station météo qu'on a dans la plupart de nos sites où on fait des essais. On a fait une moyenne de 3 étés. Fait qu'en gros, par exemple, une journée où il fait 1 de TP, dans ces journées-là, parce qu'il y en a eu, par exemple, sur 240, il y en a eu 37, règle générale, la température de l'air était de 10 degrés. Alors que plus on s'en va vers le 6-7, je dirais qu'au Québec, 6-7, ça commence à être dans les maximums qu'on peut observer. C'était plus pratiquement le double là, de température moyenne de l'air. Donc, la radiation solaire aussi est plus élevée. Puis, souvent, les journées qui sont à 1-2 de TP, c'est des journées où il y a des précipitations. Tandis que les journées qui vont être à 5, 6, 7, c'est des journées où il fait plein soleil. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi une journée avec cette évapotranspiration-là. Là, après ça, j'arrête avec mes graphiques comme ça. Il y a l'évapotranspiration en haut à gauche qui est mesurée avec la station météo. Puis, le graphique en bas à droite, ici, il n'est pas estimé, il est vraiment mesuré, mais il y a une façon d'estimer les besoins en eau de la culture avec il y a une méthode pour ça, mais ça, on va en parler un petit peu demain. Mais je voulais juste vous mettre la table ce matin pour vous montrer où est-ce que je m'en allais avec ces graphiques-là. L'étape suivante, c'est de voir combien de temps le sol est en mesure de combler le besoin quotidien. Donc, c'est là qu'on va parler un peu de confort hydrique versus situation de stress hydrique. Donc, stress hydrique, c'est quoi un stress hydrique? Plus le sol s'assèche, plus il y a le sol va garder l'eau. On peut dire qu'il y a une force. Il y a une force, mais en fait, plus le sol s'assèche, plus il va garder cette eau-là. Puis la plante doit exercer une force qui est de plus en plus grande pour aller chercher cette eau-là. Fait qu'il vient un temps où la plante est encore capable d'aller chercher de l'eau, mais pas capable d'aller chercher toute l'eau qu'elle aurait besoin. C'est ce qu'on appelle une contrainte de prélèvement en eau. C'est à partir de là
qu'on commence à dire, bon, ben, il y a un stress hydrique. Maintenant, est-ce que ce stress hydrique-là va se traduire en perte de rendement? Ça, c'est une autre étape. Donc, il y a une diminution de la transpiration parce que la plante, elle ne veut pas flétrir. Parce que quand la plante est flétrie, c'est un bon indicateur qu'elle est en stress hydrique, mais elle a commencé à être en stress hydrique avant ça. Fait qu'avant de devenir toute molle, elle commence à fermer ses stomates pour essayer de garder une pression, mais à un moment donné, elle n'est plus capable, fait qu'elle va flétrir. Donc, c'est là qu'on voit le flétrissement apparent. Puis éventuellement, mais il y a le flétrissement permanent. Comment on a mesuré, tantôt le graphique que je vous montrais, comment on l'a mesuré? Ça, c'est des trucs qui sont un petit peu plus adaptés là, à des projets de recherche. Mais il y a des façons aussi de le mesurer là, en contexte de production commerciale, je dirais. Les mesures directes sur la plante ne sont pas impossibles, mais c'est plus difficile. Donc, on y va par mesure indirecte, qui finalement, on regarde qu'est-ce qui a été exporté du sol, pas en termes d'eau, mais c'est quoi l'exportation en eau qu'on a mesuré dans le sol. Ici, mon truc 3 étages, c'est des sondes TDR qu'on appelle. Ça fait une moyenne de la teneur en eau volumique du sol. Puis on les installe comme on veut. Donc ici, on a creusé un trou. On en a mis une à 0,30, une qui fait une moyenne de 30 à 50, puis une de 50 à 70, pour être capable d'aller chercher là, les variations de teneur en eau dans ces différents horizons-là. Là, bien sûr, on renterre le trou après. Ça ressemble un peu à ça. Si je prends le TDR puis je fais un dessin avec, ici, on a l'évolution du statut hydrique. Là, ici, on a du 11 août, 16 août. Donc, ça fait 6 jours. Ça fait un peu bizarre de dire 11 août. Je n'ai pas fait exprès. La teneur en eau verticale. En fait, la teneur en eau est sur l'axe vertical. Donc, quand on voit un pic, ça, c'est un apport en eau. Ici, en fait, on a la TDR en orange qui est les 30 premiers centimètres de sol. Et la 30-60, finalement, c'est la deuxième un peu plus profonde. Donc, on voit plusieurs choses là-dessus, mais on voit que la plante, elle ne prélève pas tout le temps. Ici, ça dépend des cultures, ça dépend aussi de différents autres trucs, mais c'est une espèce d'escalier. Puis on voit qu'à un moment donné, il y a une marche, mais cette marche-là, ça correspond à l'exportation, la diminution en eau qu'il y a eu durant la journée. Donc, on voit à un moment donné, il y a un plateau. On pourrait dire ici que finalement, la culture, elle punch à 8 heures le matin. Puis après ça, il y a un équilibre qui se fait vers 20 heures. Donc, cette espèce de hauteur de marche-là, on est capable de la traduire en hauteur d'eau. On voit qu'il y a un prélèvement dans le 30-60. Là, on ne le voit pas là-dedans, mais la plante, elle va toujours avoir envie d'aller chercher quelque chose dans le 0,30 avant d'aller chercher le 30-60, parce que ça lui demande un petit peu plus d'énergie. Là, je t'en ai avec mes graphiques. Ici, on a, dans un champ de soya du 25 mai au 21 septembre, mais j'ai mis deux rectangles là, pour vous montrer deux zooms que je veux faire dans ce graphique-là. Donc, le premier, en bleu, on a des parcelles, le projet tantôt que j'ai présenté rapidement, en bleu, c'est la parcelle irriguée. Donc, dans le 0,30, quand on voit qu'il y a une contrainte au prélèvement, on irrigue. Ici, il n'y a pas eu d'irrigation. Bien, il y a une irrigation ici. Là, fait qu'on voit vraiment la bleue a été irriguée, fait que la teneur en eau, elle a monté. La orange, c'est la non irriguée. Je ne veux pas nécessairement que la courbe soit par-dessus, mais elle est parallèle. Fait que ça veut dire qu'en gros, les deux, que le maïs soit dans une parcelle irriguée ou non irriguée, bien, on voit que le prélèvement là, est assez comparable. Ça se garde par la suite. L'échelle de temps là, est consécutive. Donc, on irrigue le 3 août. On voit que la hauteur d'eau augmente dans la section irriguée. Ce que je voulais vous montrer, pointeur laser. Donc, ici, on a finalement l'exportation ou la diminution de teneur en eau quotidienne. Qu'ici, bien, finalement, ça fait une hauteur qu'on a traduit en fait, ça fait 12 mm. Vous me faites confiance. Ici, finalement, la plante a pris 12 mm, puis en conditions non irriguées, quand je vous parlais tantôt qu'elle avait une contrainte de prélèvement, elle est capable quand même d'aller chercher de l'eau, mais elle n'est pas allant chercher autant que le témoin irrigué. Elle est allant chercher 5 mm. Fait que ici, c'est une façon d'être capable de mesurer un stress hydrique. Maintenant, le défi, c'est de voir après, bon, mais est-ce que ce stress-là se traduit en perte de rendement? Mais c'est comme ça qu'on suit nos essais. Bien sûr, on a une consigne qu'on a déterminée. Les X, c'est les consignes d'irrigation. Mais on voit quand même que le témoin non irrigué nous conforte dans l'idée qu'il y a bel et bien une contrainte au prélèvement à un tel statut hydrique dans le sol. Ici, c'est une image que j'aime bien. C'est un essai, l'essai justement dans les plantes fourragères. Ici, on voit bien la portée du gicleur. Les gicleurs qu'on prend dans les essais d'irrigation, ce n'est pas ce qu'un producteur prendrait. Nous, on ne les voit pas, les gicleurs là-dedans, mais c'est vraiment les ronds irrigués. L'impact du stress hydrique est difficile à prévoir parce que ça dépend justement de la durée, ça dépend de la fréquence, ça dépend du moment.
Puis au Québec, ben, il pleut, c'est difficile à prévoir quand il pleut. C'est difficile d'isoler une période précise puis dire, bon, ben, quand il ne pleut pas au début de la saison, c'est ça que ça va donner. Quand il ne pleut pas à la fin, c'est ça que ça va donner parce qu'il pleut un peu tout le temps. À moins de faire des essais là, en conditions protégées. Donc ici, je vais juste vous montrer que c'est un mélange où il y a, je pense, 6 ou 7 variétés différentes. Là. Donc, c'est certain que dans les parcelles, c'est certain, en tout cas, on l'a mesuré. Dans les parcelles irriguées, c'est peut-être pas les mêmes espèces qui vont, je dirais, s'exprimer que dans les parcelles non irriguées. Je vais juste vous montrer, j'aime bien la photo. Vulnérabilité au stress hydrique. C'est quoi la vulnérabilité au stress hydrique? Bien, il y a 2 éléments. Le sol, on peut le voir comme une place où il y a une hauteur d'eau où la plante finalement est en condition de confort hydrique. Il y a un point entre la capacité au champ. Ce point-là est facile à aller chercher. La contrainte de prélèvement, ça demande un petit peu plus d'effort. Mais cette plante-là, en fait, la plante est en situation de confort hydrique dans cette zone-là. Maintenant, la hauteur d'eau qui est présente dans cette zone-là va dépendre du type de sol, mais va dépendre aussi du volume de sol qui est exploré par les racines. Puis en même temps, bien, cette hauteur d'eau-là, finalement, la vitesse à laquelle elle va s'épuiser, bien, c'est un peu ça qui va déterminer votre vulnérabilité. Puis en fonction du stade de développement ou justement des conditions météo, bien, même si on a 20 mm, ça se peut qu'avec 20 mm, on fasse 6 jours, mais ça se peut qu'avec 20 mm, on en fasse 4 comme on en fasse 10. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une idée de qu'est-ce qui sort du système sur une base quotidienne. Ou presque. Pas ou presque, mais je veux dire qu'on se rapproche le plus possible d'un suivi quotidien. Je reviens avec mes conditions météo. Ici, on a l'évapotranspiration mesurée là, par la station météo. Du 1er au 7 juillet, c'est ma première flèche ici. Ici, finalement, sur cette période-là, finalement, on a une évapotranspiration de 30 mm. Puis du 8 au 14 septembre, bien, finalement, on a 2 fois moins. C'est juste pour vous montrer que, finalement, pour la plante, ici, c'est 2 fois moins exigeant que la première période. Juste pour vous le montrer visuellement. Conditions météo, c'est sûr qu'il y a l'évapotranspiration, mais aussi la période sans précipitation. Comme ici, du 26 juillet au 29 août, ma flèche là, avec deux pointes, bien, il y a eu 34 jours où il y a juste eu 18 mm de pluie. Fait que ça fait, si on fait une moyenne de ça, j'aime pas les moyennes, mais ça fait 0,5 mm par jour. Puis on a vu quand même que le maïs peut aller chercher, là, dans les conditions qu'on a mesurées, jusqu'à 5,5. Fait que c'est sûr que probablement que la plante a subi un stress hydrique dans cette période-là, si elle n'avait pas été irriguée. Et il y a aussi bon, on parle d'un piège, mais souvent on parlait de précipitation totale. Moi, j'aime mieux parler de précipitation utilisable. Parce qu'ici, du 26 au 30 juin, le système culturel a reçu 113 mm. Puis à moins d'avoir un système racinaire là, qui est de 8 mètres de profondeur, bien, c'est sûr qu'il y a une bonne proportion de ce 113 mm-là qui n'a pas été, en fait, qui n'avait aucun potentiel d'être utilisé parce que dès que l'eau, finalement, atteint la limite inférieure du système racinaire, bien, cette eau-là, c'est fini pour elle. Donc, il faut faire attention de dire, bon, ben cet été, il est tombé 400 mm. Oui, mais ce 400-là, c'est quoi la proportion qui était utilisable? Puis, bien sûr, il y a une façon de le mesurer, mais je ne vous casserai pas les oreilles avec ça dans les prochaines diapos. On parlait tantôt que le stade de développement, ça va affecter la culture. Ça, c'est assez intuitif aussi. Mais je voulais parler de profondeur d'enracinement. Je reviens avec ça. C'est sûr que si on va en parler tantôt de la compaction, s'il y a une zone de compaction qui limite la profondeur d'enracinement, bien, on vient diminuer le volume d'eau. Enfin, on vient diminuer notre autonomie en eau, puis on vient augmenter notre vulnérabilité au stress hydrique. Quand on vient de semer aussi notre culture, tant que la graine n'est pas germée, le risque n'est pas si élevé. Mais à partir du moment que la graine germe, bien, c'est sûr que là, son système racinaire est assez faible. Puis en même temps, il y a une grande... Ici, on a une plantule de soya. Puis aussi, il y a une grande, je dirais, surface exposée au soleil qui, elle, va perdre beaucoup d'eau par évaporation. Fait que c'est une autre façon, pas une autre façon, mais un autre élément qui va augmenter le risque de stress hydrique. Il y a la texture. Ça, c'est assez... Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Dépendamment qu'on est dans un sable ou un loam, bien, c'est sûr que l'autonomie va être plus ou moins grande. Mais il y a un aspect qu'on regarde moins souvent, c'est la proportion de roches ou de particules supérieures à 2 mm. Tantôt, j'avais une photo d'un pivot à l'île d'Orléans, mais souvent, à l'île d'Orléans, il y a des lots argileux avec un 30-40 % de gravelle dedans. Fait que ces lots argileux-là vont davantage se comporter comme en sable. Fait que c'est important qu'on demande une texture.
Parce que généralement, si on fait faire une texture, bon, on sait si nos sols sont graveleux ou pas, mais cette information-là n'est pas fournie si on ne la demande pas. Fait que ça peut quand même là, augmenter notre risque de stress hydrique. La compaction, puis ben, le sol nu, on en a parlé. Ici, c'est un champ de maïs semé en semi-direct. Un site là, où on fait des essais là, de suivi dans le maïs pour voir l'impact des stress hydriques. Je vous parlais de sources d'information. Catherine pourra vous en parler un peu plus en détail, mais il y a des fiches de sol que Catherine a publiées dans lesquelles on s'est commis sur la vulnérabilité de certains sols au stress hydrique. Ici, ça a l'air un peu, en tout cas, c'est coloré, mais on a l'évapotranspiration potentielle là, qui est en beige, qui est finalement l'évapotranspiration mesurée par la station météo, qu'on a résumée à 2, 4, 6. Donc, 2 étant une journée qui ne fait pas très chaud, puis 6 étant une journée, là, une bonne journée d'été. Après ça, on a la profondeur racinaire. Fait que vous allez voir que la profondeur racinaire affecte quand même beaucoup l'autonomie en eau. Si on a 20 cm ici, puis il fait 6 de TP, bien, on a beaucoup moins. En fait, le risque de stress hydrique va arriver plus rapidement, là, presque à 2 jours, tandis qu'ici, ben, on a un petit peu plus long. Puis tandis que ça, on a d'évapotranspiration de 2 jours. En fait, c'est de voir à partir de la profondeur d'enracinement puis des conditions météo, à partir de combien de jours ce sol-là peut permettre une autonomie en eau de mon système culturel. Fait qu'il y a beaucoup de... Dans cette fiche-là, il y a quelque chose qui explique ce tableau-là. Probablement mieux que je viens de le faire. Il y a ça aussi, un guide raisonné de l'irrigation. Ça s'appelle Guide raisonné de l'irrigation, mais il y a une bonne partie qui traite de comment on caractérise le sol, c'est quoi les outils à la décision. En fait, même si on n'irrigue pas, il y a beaucoup d'informations là-dedans qui peuvent être intéressantes pour établir là, ou mesurer à quelle vulnérabilité je suis exposé. Puis en conclusion, je dirais que le besoin en eau est spécifique à chaque système culturel. Puis ça, même sur votre ferme, c'est propre à chaque champ. On ne peut pas dire, c'est vraiment en condition, c'est quoi l'enracinement, c'est quoi le sol, à la limite, c'est quoi la variété. Dans pommes de terre, on fait même des essais où on compare différentes variétés parce que ces variétés-là n'ont pas le même profil parce qu'il y en a des plus ou moins résistantes. C'est une gestion qui est à court terme, puis c'est très variable. C'est pas parce qu'on l'a fait un été que les autres étés vont être corrects. Puis bon, mais comme je l'ai dit, la vulnérabilité peut se traduire en nombre de jours. Fait que est-ce qu'on a 2, 3, 4, 5, 10 jours d'autonomie? Ça, il y a un chemin pour s'y rendre. Et il y a des outils pour la mesurer. Donc, ça ferait le tour pour ce que j'avais à dire sur les besoins en eau.